Bien, bah merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci donc également pour cette invitation. Alors, je suis une victime d'une fracture numérique de premier degré puisque ma connexion Internet paraît instable. Mais bon, enfin voilà, si jamais ça coupe, vous n'hésitez pas à me demander si ça reprend, voilà, de reprendre certains passages qui auraient pu être coupés. Donc voilà, moi je m'appelle Mickaël Lemartec, je suis donc maître de conférence en sciences de l'éducation. Donc je vais voilà, vous parler des 3 premiers chapitres avec mes lunettes d'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation et non en sociologie. Voilà, donc j'ai pas lu tout l'ouvrage, j'ai pas encore, j'ai pas encore eu le temps de le terminer, mais voilà, je prends beaucoup de plaisir en tout cas à le lire. C'est un ouvrage qui est extrêmement documenté, que je trouve passionnant. Euh, voilà, j'apprends beaucoup. Je voulais revenir en fait sur le contenu donc des 3 premiers chapitres qui sont assez théoriques finalement, et peut-être mettre en lumière voilà, quelques zones d'ombre qui permettront peut-être de lancer les discussions. Donc, premier chapitre s'intitule Inégalité et justice sociale, où Fabien définit en fait ces notions à travers une revue de littérature donc extrêmement détaillée. Donc il introduit le sujet en rappelant que l'inégalité se distingue de la différence dans le sens où les différences ne sont pas systématiquement inégalitaires. Elles le deviennent lorsque, je cite, le différentiel qui les constitue implique une hiérarchie et simultanément des conditions et des positions désavantageuses au sein de l'espace social. Donc, contrairement à la différence qui peut faire office d'un choix de la part de l'individu, l'inégalité se réfère à une norme, à des valeurs, ainsi qu'à une répartition défavorable de ressources qui vont assigner des groupes de population à des positions qui n'occupent pas la même place dans la hiérarchie sociale. Alors, il rappelle qu'un système égalitaire a pour rôle donc d'amoindrir les inégalités, mais que celui-ci est fortement mis à mal. On serait finalement dans un système aujourd'hui productif qui cherche à maximiser les profits par une forme d'injonction des acteurs à se responsabiliser, à s'investir, à s'engager et à travailler eux-mêmes à leur réussite personnelle. Et bien entendu, les technologies numériques jouent un rôle dans cette affaire puisqu'elles apparaissent comme des ressources, en tout cas dans l'imaginaire, permettant la montée en compétences et l'augmentation des potentialités productives individuelles. Alors évidemment, comme l'a rappelé d'ailleurs Fabien dans son introduction, que voilà, il faut bien faire la part des choses entre le discours technocentré et la réalité des situations individuelles de la plupart des usagers populaires d'Internet, qui montrent bien évidemment une réalité beaucoup plus nuancée. Alors, il évoque un peu plus loin, en se référant notamment à Thomas Piketty, qu'une société juste n'implique pas l'uniformité ou l'égalité absolue. La société juste doit permettre à l'ensemble de ses membres d'accéder aux biens fondamentaux, et cela s'exécute par une approche compensatoire qui permet aux plus défavorisés de vivre dignement. Pour autant, on reste dans une approche que je qualifierais de palliative, dans la mesure où, comme le dit Fabien, le fait de démocratiser l'accès aux ressources ne garantit pas une conversion en faculté personnelle, notamment dans les situations où les inégalités pèsent considérablement sur les individus. Donc finalement, on redistribue, mais on ne s'attaque pas au fondement et aux sources des inégalités et au rapport de subordination donc entre populations. Et on peut effectivement, peut-être que c'est d'ailleurs une piste de discussion, on peut s'interroger si la résorption des inégalités numériques ne passerait pas avant tout par une réduction des inégalités sociales. Pour illustrer la question des inégalités sociales, il dresse ensuite un panorama des inégalités en s'appuyant sur des données quantitatives qui révèlent que celles-ci ne cessent d'augmenter, au moins depuis les politiques de dérégulation sociale et financière des années 80-90. Et donc, il explique que même si l'État-providence et les politiques sociales de l'après-guerre ont permis quand même de réduire les inégalités, via notamment la création de la sécurité sociale en 1946,
Ce système est aujourd'hui mis à mal en raison de l'affaiblissement des réseaux de solidarité et des politiques néolibérales. Alors, voilà, il énumère aussi plusieurs mesures qui participent de la déstabilisation de l'État-providence, la loi El Khomri, la réforme des régimes de retraite, voilà, ou la marchandisation aussi de certains secteurs, comme la santé ou l'éducation. Il montre enfin que les inégalités présentent un caractère cumulatif, donc en référence aux travaux de Beer et Verkorn, et qu'elles se déploient donc sur le terrain des conditions de vie, des loisirs, de la culture, des modes de consommation et du fait numérique, en lien bien évidemment avec la place qu'occupent les individus au sein de l'espace social. Donc, il parcourt les facteurs qui créent de l'inégalité en s'appuyant sur des données statistiques qu'il est finalement assez difficile de contester. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce détour théorique par les catégories de justice et d'inégalité sociale permet ensuite de mieux saisir les questionnements posés pour résorber la fracture numérique. Pour Fabien, les actions pour réduire la fracture numérique ne suffisent pas à résorber les inégalités dans une société qui a généré elle-même la situation inégalitaire en informatisant toutes les sphères de la société, que ce soit la sphère personnelle, professionnelle, administrative, l'école, etc. Donc, faire croire aux usagers qu'ils amélioreront leurs conditions sociales du fait de leurs pratiques numériques paraît être un leurre, puisqu'ils développeront finalement des usages qui seront surtout susceptibles de contribuer au maintien du monde tel qu'il est, lequel est la cause de leur situation sociale défavorable. Donc, c'est la raison pour laquelle, et Fabien l'a rappelé tout à l'heure, il préfère parler d'inégalité sociale-numérique plutôt que de fracture numérique en envisageant celle-ci comme s'insérant au sein de rapports sociaux de classe, tout en montrant que les dispositions et les places qu'occupent les membres des classes populaires sont loin d'être homogènes. Et à ce titre, voilà, peut-être que j'ai trouvé que l'auteur abordait peu finalement les différences culturelles au sein de la classe populaire, notamment entre des familles françaises que je pourrais, entre guillemets, de souche, par exemple, et des familles françaises issues de l'immigration qui, notamment dans le domaine scolaire, ne partagent pas les mêmes expériences. Les enfants d'immigrés réussissent mieux que leurs homologues. Donc, on voit qu'ils appartiennent effectivement à une même classe, mais se distinguent par des dispositions et des habitudes qui me semblent particulièrement dissemblables en termes de rapport au langage, par exemple, à l'écrit. Donc, qu'en est-il finalement des usages et des bénéfices retirés de leur pratique ? Alors, à ce propos, justement, dans le deuxième chapitre, intitulé « Classe sociale, classe populaire et premier de la classe », Fabien montre que si les sociétés capitalistes restent fortement marquées par la présence de classes sociales, qui ont des intérêts divergents, le contour de la classe populaire est effectivement aujourd'hui beaucoup plus difficile à appréhender. Ce qui permet en fait de distinguer les populations issues de la classe populaire et le niveau de certification, et il y a effectivement une fraction à dominante culturelle diplômée et une fraction non diplômée au sein des classes populaires. La démocratisation de l'enseignement a donc permis à la marge de faire émerger de nouvelles trajectoires culturelles plus dissonantes, pour citer Lahire, même si c'est vrai que cette nouvelle strate, il rappelle que cette nouvelle strate, alors notamment en s'appuyant sur les travaux de Schwartz, n'échappe pas à son statut de dominé aux longues études, dans la mesure où l'origine sociale ou leur origine sociale les enracine encore du côté des classes populaires, et parce que l'ascension sociale ne semble pas fonctionner à tous les coups. Et ça, on le voit aussi dans les rapports de l'Observatoire des inégalités, qui montrent toutes les limites en fait, de la méritocratie. À diplôme égal, on s'insère différemment dans le marché du travail, qu'on soit issu d'une classe populaire ou d'une classe plus favorisée. Alors Fabien, il aborde également la question des rapports sociaux de sexe et de leur rôle dans les phénomènes de différenciation entre classes sociales et au sein de celles-ci. Là, les inégalités structurelles touchant à la division du travail influencent les rapports sociaux de sexe, qui se transforment aussi en d'autres inégalités, notamment dans la division du travail domestique, qui reste plus marquée dans les milieux populaires que dans les catégories supérieures. Et cela s'est a priori accentué aussi durant les périodes de confinement.
Alors, cette différenciation dans les milieux populaires, elle s'observe également donc, dans le rapport au numérique, les hommes étant plus experts et investis dans l'usage des technologies que les femmes. Alors après, moi, je me posais quand même la question de savoir si cette caractéristique, est-ce que c'est véritablement une caractéristique des classes populaires, dans la mesure où, par exemple, dans une recherche qu'on a menée avec une collègue, Barbara Fontard, sur les pratiques vidéoludiques des adolescents, on avait observé à quel point les adolescentes intériorisent et se conforment finalement aux attentes et aux stéréotypes de genre que la société leur assigne, allant jusqu'à invisibiliser ou dévaloriser leurs pratiques, en particulier lorsqu'elles jouent à des jeux de garçons, lorsqu'elles sont au contact de l'autre sexe. Alors, même si on l'a montré à travers cette recherche qu'un environnement socioculturel favorable participe de la déconstruction des stéréotypes sexués, est-ce qu'on n'observe pas des effets finalement liés aussi à la domination masculine dans les autres classes sociales? Enfin, il termine ce deuxième chapitre en mettant en rapport mondialisation et premier de la classe, en expliquant que le développement d'une économie fondée sur l'innovation, la croissance et la mondialisation, dans lesquelles, bien évidemment, les technologies jouent un rôle fondamental, eh bien, participe de l'émergence de premiers de la classe dont les rémunérations atteignent des seuils jamais atteints aujourd'hui. Donc, on retrouve chez les super nantis les hussards de la finance, mais aussi, j'adore, les capitaines de l'industrie du numérique, donc qui tirent une plus-value de leur position sur le marché du travail. Alors, il précise que la mondialisation participe de l'émergence d'une classe capitaliste transnationale ou finalement qui serait éloignée des intérêts collectifs et qui serait aux commandes des logiques, puisqu'on retrouve les mêmes personnes ou voilà, des amitiés, un entre-soi finalement, des personnes à la fois dans les banques, les conseils d'administration, les institutions financières, les grandes entreprises qui généreraient finalement des phénomènes économiques, culturels et politiques qui servent leurs intérêts et qui aggraveraient les inégalités redistributives. Il conclut ce chapitre avec une partie intitulée « Rapports sociaux de classe et usage du numérique » où il envisage le rapport des technologies comme médiées par des appartenances de classe qui se voient modulées par des types d'expériences et de parcours biographiques différenciés. Là, il rappelle son objectif, et il en a parlé aussi tout à l'heure, qui est donc d'étudier l'hétérogénéité individuelle des pratiques, des manières de faire, des manières d'être, et d'envisager leur diversité, et de se questionner quant à ce qu'elles engagent de la socialisation de ceux qui les déploient au-delà d'un simple repérage des contours d'une culture numérique qui serait proprement populaire. Pour lui, les inégalités sociales numériques rendent difficile pour les classes populaires l'acquisition de capacités, capabilités. Alors je fais un peu l'impasse sur tout ce détour théorique est très riche, notamment autour des travaux d'Amartya Sen, les compétences, les dispositions à saisir donc les prises positives de l'informatique connectée, sachant que selon l'appartenance sociale, les utilisateurs ne saisissent pas les mêmes opportunités. Alors, je pense peut-être qu'une précision ici sur les contextes d'usage aurait peut-être mérité d'être précisée, dans la mesure où les effets de domination et d'émancipation sont souvent, en tout cas dans l'ouvrage, observés au regard d'un numérique au service du capitalisme, mais est-ce qu'il n'existe pas non plus des numériques et des sphères dans lesquelles les dispositifs sociotechniques sont moins arrimés en fait aux intérêts des multinationales, à la productivité, et donc permettrait finalement de réinterroger aussi la place des classes populaires dans l'espace social. Je pense notamment aux communautés du libre, aux communs, donc qui s'érigent contre les propriétaires. Est-ce que, et finalement, ils appartiennent également à la catégorie des dominants? Je voulais ouvrir un petit peu le débat tout en ayant quand même ma petite idée. Voilà, lorsqu'on observe le profil, par exemple, des producteurs des pages Wikimedia ou ceux qui sont aussi à l'origine des communautés du libre. Dans ce troisième chapitre, l'auteur, dans le troisième chapitre que j'ai parcouru, l'auteur s'intéresse au discours utopiste vantant les mérites de l'informatisation des sociétés et les imaginaires associés à l'informatique connectée depuis notamment la publication du rapport Nora Mink en 1978.
Donc l'idée selon laquelle la technique a le pouvoir d'améliorer les conditions de vie, les activités sociales, et avec des discours qui servent finalement à légitimer leur diffusion dans le monde social. Donc on a effectivement nombre de discours qui vantent les mérites du numérique, mais finalement les discours sur la fracture numérique apparaissent pour lui comme des moyens d'ajuster justement les populations aux impératifs capitalistes. Avec le développement du web au milieu des années 90 et des autoroutes de l'information, le numérique là devient invariablement synonyme de progrès, de compétitivité, de croissance. Comme en témoignent les programmes e-Europe ou la stratégie 2010, la stratégie 2020, qui envisagent finalement les réseaux d'information et de communication comme les clés de la croissance et de l'unification des marchés. Et donc la France, toujours en retard sur les autres pays européens en termes de développement des technologies, eh bien, a tout intérêt à se lancer dans ce projet. Cependant, les pouvoirs publics à l'époque s'inquiètent sur un éventuel risque de fracture numérique entre les infos riches et les infos pauvres. Et donc, les discours sur la fracture numérique deviennent finalement un emblème d'une politique volontariste pour faire entrer la France dans le modernisme technologique, parce que la technologie la délivrera des difficultés que les dispositifs traditionnels n'ont pas forcément réussi à enrayer, le chômage de masse, les crises économiques, etc. Par ailleurs, le numérique est aussi envisagé comme un moyen de développer des sociétés plus justes, auto-organisées, dégager des contraintes aussi et des effets de domination du monde réel. Alors là, il fait un petit détour, notamment en s'appuyant sur l'ouvrage de Fred Turner, aux sources de l'utopie numérique, où il fait référence au mouvement de la contre-culture, donc des mouvements hippies, qui sont aux sources de ces mouvements et qui rejetaient la centralisation des pouvoirs et valorisaient plutôt la transformation de soi, l'émancipation, la liberté. Et les technologies ont été, pour ces communautés, des ressources utiles pour se structurer en réseau, s'auto-organiser, créer. Le paradoxe, c'est qu'on retrouve aujourd'hui ces logiques horizontales dans les startups. Et il cite Dominique Cardon qui dit que la boucle finalement est bouclée, puisque la contre-culture et les mouvements alimentent aujourd'hui le capitalisme digital. Donc confère à Steve Jobs qui fabrique un ordinateur dans son garage et qui trône au sommet de l'une des plus grosses, qui a trôné en tout cas au sommet de l'une des plus grosses entreprises mondiales. Donc les GAFAM d'ailleurs sont de parfaite incarnation de ce capitalisme numérique qui sous couvert de discours autour de la créativité, la collaboration, tend à faire oublier, dit-il, son objectif principal, qui reste quand même l'accumulation de capital. Donc pour l'auteur, bien évidemment, l'État aujourd'hui n'échappe pas à l'idéologie de la start-up, entre parenthèses nation, puisqu'il doit soutenir finalement les entreprises du numérique, avec lesquelles d'ailleurs il passe des accords, confère le partenariat il y a quelques années entre Microsoft et l'Éducation nationale. Et pour ce faire, il doit commencer par en devenir une entreprise numérique, notamment une république numérique qui, depuis peu, a été érigée en loi et qui passe donc par une modernisation des services publics. Le gouvernement actuel prévoyait de dématérialiser l'ensemble des démarches administratives pour 2022, on y est. Mais aussi pour être plus rentable, limiter les dépenses, la dette publique et augmenter les recettes. Pour aller dans ce sens, dans la partie de ce troisième chapitre intitulé « Capitalisme cognitif et travail numérique », Fabien soutient l'idée selon laquelle l'arrivée des technologies et de l'informatique connectée conduit à une nouvelle intensification du travail, en s'appuyant évidemment sur des auteurs, avec un accroissement sensible des rythmes, une perméabilité du temps dédié au travail et à la sphère privée, une injonction à la disponibilité, à la flexibilité, à la mobilité, etc., qui renvoie à des engagements aujourd'hui à corps et à temps perdu dans l'activité salariale jusqu'au burn-out. La vie personnelle serait donc prise par une rationalité globale de l'auto-exploitation qui sert les intérêts et les exigences d'un système productif allant jusqu'à une perte de sens dans certains métiers. Là, je fais notamment référence à la littérature sur le travail social travailleurs sociaux qui parfois ont l'impression de ne plus reconnaître leur cœur de métier
C'est le cas notamment de certains travailleurs sociaux, dont la culture professionnelle repose sur le relationnel, l'échange, qui tend là aussi, à travers une forme d'informatisation de l'activité, à se rationaliser. De ce fait, le capitalisme et la numérisation creusent les inégalités entre salariés, puisque les machines et les robots ne font pas disparaître pour autant les emplois d'exécution qui sont de plus en plus nombreux. Donc là, le capitalisme numérique profite des phénomènes de déqualification de masse via notamment le taux entrepreneuriat. Il y a tout un passage sur l'ubérisation du travail et les conditions de travail et la protection des auto-entrepreneurs laissent quand même à désirer, puisqu'on a une forme d'ubérisation qui se caractérise par un émiettement de la relation salariale, une détériorisation des collectifs où les travailleurs sont mis en concurrence et une dérogation aussi aux législations du travail. Pour terminer, je vais conclure sur finalement le fait que ces activités, avec celles des travailleurs aussi du clic ou du travail consommateur, qui font usage des technologies, deviennent finalement aujourd'hui de la matière première pour améliorer les dispositifs algorithmiques via la réutilisation des traces de navigation, les géolocalisations, qui alimentent finalement pour l'auteur les machines à marketer et in fine la création de profits. À ce sujet, peut-être aussi voilà, une zone d'ombre. Alors, je n'ai pas lu non plus tout l'ouvrage, mais peut-être revenir sur… Enfin, j'avais peut-être un peu l'impression que l'auteur faisait un peu l'impasse sur le fonctionnement aussi des dispositifs qui peut engendrer également des formes d'incapacitation, y compris chez les personnes plus favorisées. En ce sens, le devoir d'agir aujourd'hui ne se traduit pas systématiquement par un pouvoir d'agir. Il y a des aspects effectivement sur lesquels on peut agir, faire face aux difficultés, aux bugs, mais d'autres aussi sur lesquels finalement les configurations techniques nous maintiennent aussi, et ce, quel que soit le milieu social, dans des postures de soumission. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci, Michael.